Jeux des cartes Bordeaux, bonjour. Bonjour, vous êtes toujours ouvert? On est fermé au public, hein, mais on fait des ventes à distance via un lien de paiement qu'on vous envoie. Vous venez ensuite au magasin et vous récupérez votre achat. C'est pratique et c'est facile. Ah, super alors. Vous allez pouvoir me conseiller. Je vous écoute. Je cherche un bon deck building. Vous y connaissez un peu? Oui, je m'y connais un peu, ouais. Est-ce que vous auriez un deck building simple à prendre en main? Oui, carrément. On a T4-2, un jeu de deck building qui va partir du jeu de la bataille et qui va évoluer au fur et à mesure de la partie. La bataille? Ah non, pas un truc aussi simple. Vous avez quoi en jeu de deck building mais d'affrontement? On a Shards of Infinity. C'est un peu mon coup de cœur dans ce style. C'est un super deck building d'affrontement. En même temps, je me disais qu'on aimait bien les jeux de plateau. Vous avez du deck building avec un plateau, histoire de concrétiser les actions? Ouais, carrément. On a ça avec Clank ou Tortuga 2199. Là, l'achat de cartes va permettre des déplacements de pions sur un plateau commun. Ils sont très réussis tous les deux d'ailleurs. Ouais, ça a l'air pas mal. Mais le deck building, c'est souvent un peu aléatoire. Vous avez quoi comme jeu où on maîtrise vraiment sa pioche? Ah oui, alors pour les experts du deck building, on a Aeon's End. Sans doute ce qu'il y a de plus dur à maîtriser d'ailleurs. Mais c'est un coopératif. Un coopératif? Ah non. À moins qu'on puisse s'identifier au personnage. Ah oui, pour ça, il y a Bataille à Poudlard. Un deck building coopératif et évolutif dans l'univers d'Harry Potter. Si vous aimez Harry Potter, c'est parfait. Ok. Et avec des animaux? La Vallée des Marchands. En médiéval fantastique? Heroes. Univers manga? Cowboy Bebop. Futuriste? Eminent Domain. Et avec du wargame? Un Flexi Normandie. Et en solo? Warsage, mais c'est pas vraiment un deck building, c'est un back building. Mais c'est très bien cela dit. Ok. Et dans un univers Indiana Jones avec un plateau, pose d'ouvriers et gestion de ressources? Oui, ça existe. Ça s'appelle les Ruines de Narak. Mais c'est en rupture chez Yellow, malheureusement, le distributeur du jeu. Ah mince, c'est celui que je voulais. C'est dommage. Ouais, c'est dommage, ouais. Salut YouTube. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette super vidéo qui finalement est plutôt chargée, hein? On s'attendait à ce que les éditeurs aient un peu freiné. Eh bien non, ils nous gâtent quand même cette semaine. Alors, avant tout, je tiens à vous dire, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que avec Thomas, on va vous présenter ce jeu en exclu. Voilà, j'ai très hâte de vous en parler, mais restez à la fin. Alors, on va commencer par un retour en stock hyper attendu qui est Trek 12. Voilà, le jeu de Roll and Write de Bruno Cathala et Le Bras. Voilà, chez BlackRock, le Roll and Write dans l'univers de l'Himalaya. Voilà, ensuite, on va avoir Detective Club Noir, c'est une extension. Voilà, pour Detective Club. Donc vous allez avoir des nouvelles cartes. Et c'est à peu près tout, mais c'est une recharge. Voilà, avec des magnifiques cartes, comme ils savent si bien le faire. Elles sont très jolies. Oui, très très belles. Ensuite, on enchaîne avec Tucano. C'est un petit jeu de Théo Rivière, merci à lui, qui est donc édité par Helvétique dans cette petite gamme de boîtes qu'on commence à bien connaître avec Bandido, etc. Alors, Tucano, c'est un petit jeu de collection où on va collectionner différents types de fruits pour faire le plus de points possible. Là, on va avoir trois petits tas à la mise en place. Le premier joueur choisit un des tas, donc là un fruit, et il va le mettre devant lui. Ensuite, on va remplir chaque tas. Donc il y en a qui vont commencer à accumuler des fruits. Hop, le deuxième joueur va choisir un tas, et pareil, le mettre devant lui. Et on va continuer comme ça. Donc de plus en plus, il y aura des fois des gros tas, donc on va tous les prendre. Et la partie se termine dès que il n'y reste plus qu'un tas, on n'a plus assez pour faire d'autres tas. À ce moment-là, on va faire le comptage des points qui va se faire de différentes manières. Vous avez des fruits qui sont de plus en plus rentables quand on a plusieurs. Lui, il faut juste 2. Plus, c'est plus ça sert à rien. Mais par exemple, le litchi, voilà. Au bout d'un moment, ça vous rapporte pas mal de points. Il y a aussi des fruits où il faut être le majoritaire. Sinon, si vous n'êtes pas le majoritaire, vous avez carrément des points en moins. Aïe. Voilà. Et vous allez avoir des cartes toucan. Alors, est-ce que je vais la trouver ? On n'a pas de carte toucan. Ah bah oui, parce que quand même, le jeu s'appelle Tucano. Ah bah cette mise en place est magnifique, hein. C'est qui les assistants? Que font les toucans, Alice? Les toucans, ils sont très différents. Il y en a qui vont vous permettre de voler un fruit chez un de vos voisins. Il y en a un qui va vous obliger à offrir un fruit à quelqu'un d'autre. Des fois, on essaye de refourguer les fruits qui donnent des malus. D'accord. Et il y en a un autre qui vous permet de retourner face cachée tous vos fruits. Ça vous protège des voleurs, mais en même temps, vous savez plus ce que vous avez en collection. Voilà, et vous avez une dernière petite carte spéciale, c'est l'arc-en-ciel. À la fin de la partie, vous pouvez le mettre sur n'importe quel tas de votre fruit, ça complète la famille. Ok, est-ce que tu peux me préciser le nombre de joueurs, s'il te plaît? C'est de 2 à 4.
Voilà, très pour bien. à peu près 15 minutes de jeu. Ok. Très rapide, très facile à prendre en main et très sympa pour les enfants et la famille. On va ensuite enchaîner avec un autre jeu de cartes très simple et très dynamique. On va avoir Jinx, du coup, par Piatnik. Jinx, ça va être un jeu de collection de cartes, on va dire, surtout pour faire des points. Les points, ça va être les chiffres qui sont affichés dessus. Donc on va faire une mise en place. Normalement, il y a une ligne de plus ici, mais bon, on n'a pas la place, hein, donc on est limité. Et chacun notre tour, on va, hop, lancer le dé et on va récupérer une carte avec ce chiffre dessus. D'accord. Donc là, je pourrais récupérer celle-ci. J'ai le droit de relancer le dé si je veux. Par contre, si je le relance, je suis obligée de garder ce résultat-là, le dernier. Ok. Hop, donc là, j'ai un 4, je récupère le 4 et je le mets devant moi. Particularité, on ne re-remplit jamais la grille. Donc au fur et à mesure, chacun va lancer les dés, etc. Jusqu'à ce que quelqu'un lance le dé, 2 fois maximum, et ne peut récupérer rien du tout. Okay. Là, la partie s'achève et déjà on va chacun se débarrasser de cartes. Par exemple, hop, je vais avoir des cartes violettes. S'il n'en reste, ne serait-ce qu'une au milieu, eh bien je me débarrasse de toutes mes cartes violettes. Ah, ça fait mal. Et dernière chose, celui qui aura mis fin à la manche parce qu'il n'avait pas réussi à récupérer des cartes, doit se défausser de sa plus grosse carte. Ouais, voilà, et après on additionne tous nos chiffres. Donc c'est assez punitif, mais c'est facile à prendre en main. Oui. Voilà, et vous allez même avoir des petites cartes avec des effets comme relancer votre dé, etc. etc. D'accord. Voilà, c'était Jinx. Un retour en stock que j'attendais depuis très longtemps. Voilà. Il a eu beaucoup de succès à Noël, tellement de succès que voilà, il est tombé en rupture. Alors, Mysterium Parks, donc du coup, cette version un peu comment dire, condensée, voilà, c'était le terme que je cherchais, de Mysterium, la grosse boîte. Celle-là, elle permet vraiment de jouer à 2. Dans la grande boîte, c'est possible aussi, mais c'est une variante, et celle-là, vraiment, c'est parfait à 2 et plus. Voilà, cette fois, c'est dans l'univers d'un parc d'attractions. Un peu glauque. Oui. Mais très très beau comme d'habitude. Très chouette. Alors, on enchaîne avec un joli diptyque. Je sais pas si vous vous souvenez de Balade à Burano où on allait à Venise, mais cette fois on va en Provence. Voilà, c'est toujours Wai Min Ling, voilà, qui nous offre ce petit voyage. Pour la petite histoire, c'est devenu une grande destination pour les Asiatiques, les champs de lavande en Provence, puisque il y a eu une scène d'amour dans un feuilleton, voilà, depuis qu'il s'est fait devant un champ de lavande. Donc voilà. Maintenant, tout le monde adore aller devant ce champ de lavande et prendre des photos. Bref, à part cette petite anecdote, moi j'aime toujours les anecdotes, on va en fait construire un paysage, donc chacun de son côté, pour faire des points qui sont en fait des objectifs qu'on va avoir ici au milieu de la table. Chacun va avoir une ou un photographe ici et un drone. Et on est quand même très moderne comme photographe. Hein. Tout à fait. Voilà. Au début, on va avoir qu'une seule carte de départ. Donc je crois que c'est celle-ci. Elles sont recto verso, ça se reconnaît. Et on va faire une sorte de petit draft, c'est-à-dire que chacun va piocher 2 cartes dans cette pioche. C'est des, voilà, vous voyez, c'est des petits paysages. Il y a de la lavande, il y a des champs de blé, il y a des prairies, il y a même des boutiques. Là, c'est marrant, il y a un champ de blé avec des aliens. Bref, et du coup on va en choisir une, hop, et l'autre on va la passer à notre voisin de gauche. Voilà, déjà c'est un petit draft très intéressant. Et ensuite on va agencer les paysages. Alors on a le droit de les coller, jamais en diagonale. On a le droit de recouvrir 2 cases, on a le droit de recouvrir 3 cases, on a le droit de recouvrir 4, etc. etc. Mais on n'a jamais le droit de recouvrir soit notre photographe, soit notre drone. Et non plus, ici, petite exception, vous voyez, il y a une église, on n'a pas le droit de la cacher à moitié. Oui. Une église complète ou on la cache entièrement. D'accord. Voilà, je la pose comme ceci. Et on va voir si quelqu'un peut faire une photographie, qui sont donc ces objectifs-là. On a les objectifs photographie de la photographe et les objectifs du drone. Comment on fait? Eh bien, on va prendre ces petites feuilles transparentes, voilà, hyper malines. Celle-ci, la longue, c'est pour le photographe. Et donc, vous allez le poser en partant forcément de votre photographe, comme ceci. Mais vous avez le choix, soit comme ça, soit comme ça, soit comme ça, voilà. Et si dans votre champ de vision, il y a exactement ce qui est demandé sur les objectifs du photographe, donc là, par exemple, 4 champs de blé et 2 donc qui se collent et 2 boutiques qui se collent, vous marquez les points, donc vous posez votre petit pion. Premier arrivé, premier servi, vous gagnez évidemment plus de points si vous êtes le premier. Voilà, le drone, eh bien ça va être à peu près pareil, sauf que là, vous mettez votre carré ici sur le drone. Voilà.
Dernière chose hyper maline, vous avez des petits tournesols ici, c'est très très mignon. Les tournesols, en fait, à la fin du jeu, ils vont vous rapporter des points, beaucoup plus, mais ils vont vous faire perdre des points s'ils ne sont pas orientés vers la pioche qui est là-bas, qui est un soleil. Voilà, trop mignon. Voilà, et vraiment ce qui est grave cool, je trouve, c'est le petit draft, puisque le voisin aura après récupéré sa carte et en piochera toujours une deuxième. Donc il y a quand même une sorte d'interaction comme ça du draft et sur les objectifs évidemment, hein, puisque premier arrivé, premier servi. Mais c'est très très satisfaisant de faire ces paysages. Très cool. Voilà, balade à Burano. Alors, un autre que j'aime beaucoup et qu'on a beaucoup aimé aussi avec Antoine et Jeff, on s'est fait une petite partie, c'est Dive par Sit Down et Atalia. Voilà, donc c'est par Romain Kaderjan et Anthony Perron. Voilà, et notre bel illustrateur quand même c'est Alexandre Bonvalot, hein, parce que c'est magnifique. Dans Dive, eh bien, c'est une grande tradition, on doit plonger en apnée et être le plus rapide des nageurs pour récupérer la pierre sacrée qui est en train de couler. On la voit sur la couverture ici, c'est une magnifique pierre, voilà. Pour ceci, eh bien, on va voir ce plateau, donc on est nos nageurs là, et ça va être une course, hein, on va avancer sur ce plateau pour être le premier arrivé au niveau 23. Voilà, là où il y a la pierre. Il y a une petite variante, vous pouvez le faire jusqu'à 30 si vous voulez pour que ce soit plus long. On va chacun avoir notre petite part avant et notre plateau de joueurs. Voilà, c'est de la programmation et en même temps c'est beaucoup d'observation. Parce que vous voyez ici, ça c'est le meilleur truc, vous avez un énorme paquet de plein de feuilles transparentes. Voilà, avec des poissons dessinés dessus. Et vous allez devoir essayer de deviner où sont les requins, où sont les tortues et où sont les raimentas. Pourquoi? Eh bien parce que les requins, là où ils sont, si on n'a pas deviné qu'ils étaient là, on va perdre tous nos déplacements et toute notre nage. Regardez, hop, je vais vous faire un exemple. Voilà, j'ai programmé ceci. Voilà. Ça veut dire que ici, je dis que y a rien, il n'y a pas de requin, donc on va vérifier s'il y a un requin sur la petite feuille. Hop, est-ce qu'il y avait un requin? Ah bah oui, zut. Donc j'ai perdu et donc je ne pourrai pas plonger plus loin. Je n'avancerai que d'une case sur la piste de plongée là-bas. Comment on peut éviter les requins alors? Eh bien, comment on peut éviter? Eh bien parce que, alors je sais pas si à la caméra ça se voit bien quand même, hein, mais en fait il faut regarder les plaquettes. Ici on n'a pas le droit de les toucher, hein, et il faut essayer de deviner sur quel étage de feuille se trouvent les requins. Ouais. Là, effectivement, à cause du... Bon, il y aura beaucoup trop de reflets, vous verrez pas trop, mais dans l'idée, comme les feuilles se superposent, c'est pas évident de voir le niveau où se trouve le danger, en fait. Moi, je suis grave forte parce qu'en fait, faut un petit conseil, regardez au niveau de la couleur. Plus la couleur est intense, et plus ça veut dire que c'est vers le dessus. Voilà. Autre chose, eh bien, les tortues. Pourquoi elles sont cool? Parce que si vous arrivez à choper une tortue, vous avancez de plus de cases sur la piste là-bas. Comment on fait pour choper une tortue? Il y en a qu'un qui arrive, c'est celui qui aura le plus misé sur l'étage où il pense qu'il y a la tortue. Donc en additionnant les valeurs qu'il aura mises ici. Voilà. Et pareil, après pour la Raimanta, elle est vachement drôle, c'est que celui qui l'attrape, il va avancer jusqu'à rattraper le premier joueur sur la piste. Donc imaginez, il y a un gars, il est ici, moi je suis tout derrière, j'arrive à choper une Raimanta, paf! C'est grave cool. Ah ouais, c'est très bien, ouais. Voilà, dernière petite chose, on peut jouer avec une variante qui sont les animaux marins. On en choisit un chacun au début et ils ont plein de petits pouvoirs. Par exemple, c'est quoi, c'est un poulpe, je crois. Ouais, le poulpe a une des manches, et bien vous choisissez, hop, vous le mettez sur les papiers, enfin sur les feuilles, et voilà, ça occulte et vas-y pour deviner. C'est grave cool. Voilà, c'était Dive. Ensuite, un autre retour en stock, c'était Dungeon Drop, une sorte de dungeon crawling où vous allez lancer des cubes pour essayer de plein de couleurs, pour essayer de construire une salle, et dedans il y aura des monstres que vous allez affronter et des trésors que vous allez récupérer. Voilà. Et vous allez chacun avoir un héros au début, donc il y a des pouvoirs et des équipements, c'est ça, associé. De classe, ouais, voilà. Plutôt, une sorte de classe. Donc un peu à la Small World. Voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Avec une quête aussi, qui nous permet de orienter les objets que l'on récupère dans les salle du donjon. Voilà. Dungeon Drop. Voilà. Nous allons voir par ici. Oui, nous avons reçu Trickerion, le tant attendu Trickerion de Richard Hamann et Victor Peter, illustré par Vilo Varkas. C'est amené en France par les Super Meeple. Alors Trickerion, je vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est quand même du très gros jeu. Je l'ai un peu comparé à Magnificent parce que j'adore Magnificent, mais c'est juste parce qu'en fait il y a énormément de choses à faire. Il faut juste, pour vous le thématiser, en gros vous dire que c'est un jeu dans lequel vous allez réaliser des tours de magie. Donc là vous avez une très grande salle qui est faite pour vous,
et c'est des tours de magie que vous allez pouvoir réaliser. Pour ce faire, vous allez devoir récupérer des ressources qui sont ici, sachant que ces ressources-là, vous n'allez pas les défausser, mais il y a différents niveaux de ressources, d'abord niveau 1, puis 2, puis 3. Et enfin, au-dessus, vous aurez de quoi récupérer de l'argent, et notamment des tours de magie. L'idée étant de programmer vos actions sur votre petit plateau qui est ici. Vous programmez vos actions, vous placez vos différents ouvriers sur les emplacements définis par la programmation, vous récupérez ce que vous devez récupérer, et une fois que vous aurez récupéré des tours de magie et des ressources, c'est bien. Maintenant, il faut les assembler. On voit ici sur votre petit plateau personnel, vous avez de quoi assembler les différents éléments pour faire un bon tour de magie. Et enfin, dans la représentation ici de la salle, vous faites votre tour de magie. Vous allez faire ça, ça dépend des manches. Si vous faites une partie, on va dire, débutante, entre guillemets, c'est 5 manches. Sinon, c'est 7 manches. En sachant qu'il faut bien compter une bonne heure par joueur dans les parties. Donc, accrochez-vous, c'est du très très lourd. Voilà pour Trickerion. Et nous allons enchaîner. Par ici, Alex. Bonjour à tous. Salut, ça va? Ça va. Salut. Je suis venu ici vous présenter The Great Race et j'ai mis la casquette de circonstance, c'est la même que le monsieur qui est là. Donc The Great Race c'est un jeu de Maxence Vacher illustré par François Launay et c'est édité par Platypus Game. C'est un jeu qui nous avait énormément plu, tu te souviens Alex, on en avait parlé dans la vidéo des 3000 abonnés. Tout à fait. On l'avait découvert lors d'une petite soirée Asmodée. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs, mais on verra qu'on peut jouer de 1 à 5, en tout cas de manière limitée, on vous expliquera à la fin. The Great Race c'est quoi? Bah regarde, c'est ça. C'est une course, mais de la lenteur, parce que ça va reprendre un peu ce qui s'est passé à la période de André Citroën, qui partait avec ses autochenilles pour sillonner, là en l'occurrence l'Afrique, mais évidemment ces petits véhicules se déplacer à la vitesse de moyenne de 15 km/h. Ouais. Donc voilà, donc on ne peut pas dire que c'est une course de Formule 1, hein. Mais c'est une course pleine de dangers, pleine d'histoires et pleine de rebondissements. Ouais. On l'a vécu ensemble, Alex, à la fin on se racontait l'histoire de notre course comme si on avait vécu quelque chose. Et c'est vraiment toute la force de The Great Race, c'est que c'est un jeu un peu à l'ancienne quelque part. Il n'y a pas de deck building, il n'y a pas de comptage de points, de choses comme ça. C'est juste qu'on va gérer son petit véhicule et tu vas voir à l'intérieur du cockpit comment ça va se passer. Et qu'on va essayer aussi de prendre des risques, des fois d'y aller de foncer comme un baroudeur, ou alors d'y aller prudemment, ou alors même des fois de prendre le bateau, même si c'est pas très glorieux, ça permet d'éviter des casse-moteurs. Donc dans The Great Race, vous allez incarner un équipage d'une nationalité, vous avez les Italiens, les Anglais, les Français et les Belges. Vous allez avoir votre petit véhicule, l'intérieur de votre véhicule, c'est très bien fait, avec ces 3 petites caractéristiques, ce sont ces 3 flèches là. Ici vous voyez c'est votre essence que vous allez dépenser, vous verrez en fonction des tuiles sur lesquelles vous déplacez, ça vous dira de dépenser un certain nombre d'essence. Ici ça va être votre moteur en fait, hein. C'est le nombre de cases où vous pouvez vous déplacer en fait, c'est à dire que là pour l'instant je peux me déplacer de 5 cases, mais au fur et à mesure que vous allez l'abîmer, vous allez vous déplacer de moins en moins de cases, et ça c'est votre main de carte que vous pouvez avoir, c'est à dire que c'est un jeu aussi où on aura des cartes pour s'aider. Évidemment, plus votre véhicule est en bon état, plus vous avez de cartes en main, et plus il est en mauvais état, plus vous allez baisser comme ça, puis jusqu'à avoir 3 cartes de cartes, voire une seule carte en main. Et les cartes pourtant c'est quand même super intéressant. C'est un jeu de programmation quand même. On a des petits ouvriers, donc pause ouvrier programmation, ce sont les gens de notre équipage et on va leur affecter des tâches. Alors dans ces tâches-là, l'argent, il y en a besoin. Vous verrez quand on montera mieux le plateau, on peut s'arrêter dans des villes pour faire le plein. C'est là que ça coûte le moins cher. D'ailleurs, hein, il vaut mieux faire le plein dans une ville où ça coûte que 10 francs plutôt que dans la Cambrousse où ça coûte 20 francs. Et l'argent, vous en aurez pas beaucoup. Et il va falloir sacrifier des petits bonhommes. C'est-à-dire qu'à votre tour de jeu, vous allez programmer en secret derrière votre paravent vos petits bonhommes. Alors évidemment, vous pourriez tout mettre pour avoir un maximum d'argent. Vous voyez là ici j'ai 20 francs, là je peux aller chercher 40 francs, là 70 francs et là 110 francs. Mais j'ai sacrifié tous mes bonhommes et je ferai rien d'autre à mon tour. Les sous ça peut être intéressant pour payer la croisière ou pour payer l'essence ou les réparations. Autre chose, c'est ces 3 emplacements là. Et ce qui est déjà sympa dans le jeu, c'est que même si vous avez programmé un petit ouvrier ici, vous allez pouvoir choisir au dernier moment, au moment où vous allez activer, ce que vous voulez lui faire faire réellement. Et vous avez toujours le choix avec 2 situations. Voilà, ici c'est un éclaireur, si je l'ai mis là. Je vais pouvoir révéler 2 tuiles du sachet pour les poser ensuite devant mon véhicule pour faire la suite de mon cheminement. Ou alors, je vais pouvoir piocher une carte. Ici, ça va être soit un pilote, parce qu'à cette époque-là, les pilotes, ils y faisaient un peu tout, soit un mécanicien. Si je le mets en mécanicien, je vais pouvoir faire l'action de réparer, donc de payer des réparations et donc d'augmenter mes jauges. Si c'est un pilote, je vais pouvoir me déplacer d'un certain nombre de cases équivalent à ma petite jauge qu'on a vue au tout début. Ici, ça va être une sorte de gardien
de protecteur, puisque là je vais pouvoir on va dire me prémunir d'un danger. On verra que certaines tuiles, quand tu filmeras le plateau, ont des dangers comme ça, et si j'ai anticipé ça avec un petit personnage, je peux le défausser et dire non, ce danger je n'en tiens pas compte. Ou alors de défausser une tuile, parce qu'on verra que des fois ça peut être un jeu un peu chafouin où les gens vont vous mettre des tuiles qui vous amusent pas trop devant vous, qui vous permettent pas d'avancer peut-être. Et ben grâce à votre protecteur, si vous l'avez anticipé, vous pouvez défausser la tuile. Maintenant, là, je vois que tu filmes le plateau, quelle belle coordination. Bah voilà, vous avez une course avec trois joueurs. On est parti de Colomb-Béchard. Le but, c'est d'aller tout au bout, là-bas, à Cape Town. Tout ça, c'est un territoire vierge à découvrir. Et c'est vous qui allez le découvrir avec ce petit sachet-là. Donc, on revient sur toutes les actions. Vous vous souvenez, on piochait comme ça. On en piochait 2 et on les plaçait où on veut, les unes après les autres. Alors voilà, là, on a une tuile qui dit stop. C'est-à-dire que on arrive sur cette tuile, ça coûte 1 d'essence, mais on ne peut pas continuer notre déplacement. Donc ça peut être sympa à mettre chez un concurrent avec lequel on a toujours une liaison. C'est-à-dire que si j'avais plus de liaison avec les autres, là, par exemple, parce que ça a été coupé, je peux plus les embêter. Mais tant que j'ai une liaison avec eux, on voit, je peux encore, pourquoi pas, aller mettre ce stop-là devant le jaune qui est là, hein, puisqu'on voit que là, on a une liaison. Les villes comptent pour une liaison évidemment, et donc le jaune je peux lui dire toi maintenant ton prochain déplacement ce sera ça. Alors peut-être que lui du coup il va vouloir passer par là. Vous voyez, on va aller tout doucement comme ça, prendre des risques, hein. On voit que lui s'il avance là il va devoir dépenser 3 essences, et l'essence vous vous rappelez ça coûte des sous, comme les réparations d'ailleurs. Où est-ce qu'on va s'abîmer? On va s'abîmer quand on va avoir ces petits symboles là de casse moteur. Arrivé ici ça coûte 2 essences et une casse moteur. C'est moi qui choisis si je veux le mettre sur le châssis ou sur le moteur, enfin sur ce qui me permet de me déplacer d'un certain nombre de cases, ou sur ce qui me permet de garder des cartes en main. Voilà, c'est ça, c'est le côté très sympa de ça. On va pouvoir coordonner ces petits déplacements, à avancer tout doucement. Des fois on peut y aller à la gaufre, tu sais, j'avais fait ça en disant tant pis j'avance, alors j'avance et puis je pioche et je mets ce que j'ai trouvé et je suis obligé de payer ce qui est indiqué. Voilà, ça, on n'a pas pris le temps d'aller explorer avec son petit bonhomme, et peut-être qu'on n'a plus de petit bonhomme, mais on veut avancer très vite dans une ville par exemple pour vite faire le plein et piocher une carte, et on va descendre comme ça. Là-bas tu te souviens, c'est la jungle, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça rajoute de la caisse moteur. Voilà, donc là on est en Afrique, mais de l'autre côté, le plateau c'est l'Amérique du Nord ou du Sud, je sais plus, désolé pour le créateur du jeu, ça commence direct par la forêt d'Amazonie. Donc direct on rentre très vite, on part de là, et enfin je ne pouvais pas vous le retourner malheureusement, mais imaginez que très vite, boum, ici vous avez toute cette zone noire qui est là et qui va tout de suite créer, les véhicules vont s'écarter quoi. Et c'est ça qui est vraiment passionnant, c'est qu'il se passe plein de choses, qu'on peste, qu'on construit, qu'on répare, qu'on s'arrête en pleine cambrousse, qu'on essaie de faire des sous pour payer l'essence, enfin ça vous raconte une histoire. Les cartes c'est ça, je vous en ai pas parlé, on les a pas montré, c'est la phase de bivouac, c'est ce qui commence la partie, enfin chaque manche on va dire. Le dernier sur la piste va récupérer en premier une carte, et puis ensuite chacun, et on met toujours une carte de plus que de joueurs, là on est 3, c'est-à-dire que le dernier récupère cette carte là par exemple parce qu'elle est intéressante, parce qu'elle fait 30 francs, sympa 30 francs, puis ensuite l'autre il prendra ça, parce que ça tout de suite c'est une essence en plus, immédiatement, parce que c'est un petit éclair, donc même si ma main elle dépasse, je peux me défausser de ça et j'ai son pouvoir. Après le troisième il prendrait ça, parce que là il a plus 3 de réparation dans des jauges de son choix quand il fera l'action mécanicien. Voilà. Et le tout premier qui avait pris ça, il a droit, en plus parce qu'il est dernier de la course, faut pas oublier, à une carte supplémentaire. Lui, il prendra celle que les autres ont laissée, en l'occurrence ici, pouvoir se prémunir d'un danger. On a vu, c'est ces petites tuiles là, qui rajoutent de la casse moteur. Mais pour moi, si je me suis prémuni du danger, j'ai pas la casse moteur, je n'ai que la casse moteur de base, mais pas la casse moteur liée au danger. Ici, j'ai rencontré une espèce de troupeau de buffles qui a dû bien abîmer mon véhicule, évidemment. Voilà, et ces cartes, on va les garder en main, on va les gérer avec, on l'a vu, le petit véhicule qui est là, et on va jouer ainsi de suite comme ça jusqu'à ce que l'un de nous arrive le premier à Cape Town. Il gagne immédiatement, et si jamais on est plusieurs à arriver à Cape Town dans le même tour de jeu, alors là c'est celui qui aura le mieux préservé son véhicule, parce qu'on est des gentlemen, c'est celui qui aura le mieux préservé son véhicule qui pourra prévaloir la victoire. Le jeu arrive avec des petites tuiles ici comme ça pour créer une petite asymétrie. Voilà, des personnages qui ont un petit nom, une petite histoire dans les règles du jeu, qui auront chacun leur petit pouvoir. Lui il arrive avec 50 francs, je crois que c'est l'anglais. Lui il peut faire une réparation, et puis hop, quand on l'a utilisé on le retourne. Ça crée une légère asymétrie, c'est sympa. Et on a, vous l'oubliez pas, la sérigraphie à offrir aux acheteurs du jeu The Great Race. Voilà, et on a une petite SQ avec Platypus Game qui a très peu d'exemplaires, donc ils nous en ont envoyé très peu. On a très peu, c'est vraiment une petite SQ, c'est aussi pour prendre le pouls, savoir si ça vous intéresserait ou pas. Donc nous on a très peu de boîtes, mais on vous les propose. C'est une extension pour jouer à 5 joueurs avec les suffragettes, voilà, et pour jouer également en solo avec
voilà, le Torpedo de Renault, ce qui sera une espèce de automa que vous allez affronter en essayant de gagner la course contre lui, qui avancera grâce à ce paquet de cartes qui détermine ses différents déplacements. Voilà, les suffragettes, c'est l'équipage féminin qui a réellement existé. C'est vraiment super sympa. Et c'est une petite extension donc pour jouer solo et 5 joueurs. Voilà, et c'est, il faut le dire, la version solo a été faite par Martin Montreuil. Je sais pas si tu regardes ses vidéos sur YouTube. C'est la Société des Jeux. Et c'est quelqu'un qui propose toujours, il doit adorer ça, des versions solo, des jeux qui existent. D'ailleurs, toi qui aimes Lueur, il a fait une version solo de Lueur, il a fait une version solo de Nid d'Avenir. Il suffit d'aller voir sur son site. Et bah voilà, si vous cherchez des versions solo qui n'ont pas été créées par les créateurs du jeu, mais qui sont validées par eux quand même, et en l'occurrence là Maxence Vacher l'a validé avec Martin Montreuil, vous avez une super version solo. À chaque fois il trouve des trucs hyper intéressants en solo. Et là, pour ce solo-là, il a inventé ce passeport qui va en fait, ça c'est vraiment passionnant, votre automa va devenir de plus en plus fort au fur et à mesure des parties. Voilà, avec différents objectifs. Donc, au fur et à mesure des parties, votre première partie, vous allez peut-être le battre, le torpedo, mais comme une intelligence artificielle, il va apprendre et il va pouvoir mieux vous battre aux prochaines manches, aux prochaines parties où vous ouvrirez votre boîte de The Great Race, un jeu à qui on souhaite une belle route, même s'il sort dans une période de confinement. On espère que ce ne sera pas dommageable pour le jeu parce qu'il mérite vraiment toute votre attention. Parfait. Voilà, on continue un petit peu avant de relancer Alice. Oui. Je vous parle d'un retour en stock très attendu d'un jeu qui avait longtemps disparu, hein, Alex, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas Jarnac. Jarnac, le jeu de lettres d'Émile Lombard, distribué par BlackRock, et qui est un jeu, on va le comparer à un Scrabble, un duel de Scrabble. Oui. Voilà, où chacun va avoir son petit plateau, va piocher des tuiles avec des lettres, va essayer de faire des mots. Alors vous voyez, ça c'est les points qu'on marque. Tant qu'on n'a pas atteint là, on marque pas de points. Et plus on fait un mot long, plus on marque les points indiqués là. 36 points, c'est avec pliage, j'ai atteint 36 points. Mais avec rizière, j'ai atteint 40 points. On va faire ça au fur et à mesure, mais là où c'est malin, on peut faire un coup de Jarnac. C'est-à-dire que quand je pense avoir fini mon tour, je dis ok, j'ai fini, mais si mon adversaire fait mieux que moi, avec mes propres lettres, eh ben, il peut me voler mes lettres, mon mot, et l'utiliser sur son plateau à lui. Voilà. C'est un jeu qu'aiment beaucoup les amoureux de Scrabble, et parce qu'il est vraiment fait pour jouer à deux. Je crois que je n'oublie rien et que je vais céder la parole à Alice. Avais juste à parler de 300. Ah oui, mon Dieu, 300, il est où? Il est juste là. Voilà, 300. Alors très vite, on le voit là si tu filmes ça, si je tiens bien droit. Ouais, c'est bon, j'ai pas. Un jeu à deux, légèrement asymétrique, puisqu'il y en a un qui va jouer les Perses, l'autre les Grecs. Un petit jeu de conquête, un peu à la Kauna, comme ça on va poser des pions. Un petit peu une espèce de risque aussi. On va recruter des armées, jouer des cartes pour les mettre, pour les transporter sur nos petits bateaux. Alors c'est très abstrait, hein. Les bateaux c'est des cercles, c'est des cubes, enfin c'est des cercles en bois, et les armées c'est des cubes en bois. Mais il y a des petites jonctions comme ça qu'on voit, des mini cases sur l'océan, ou alors des cases terrestres. On va faire la guerre. Alors là c'est un dé, hein. On jette un dé et c'est le plus fort score qui remporte et qui détruit l'autre. Et puis on va essayer comme ça de marquer ses petits points. Et il y a un jeu de tir à la corde ici. Et à la fin de la partie, c'est celui qui aura le cube noir, qui est le cube de score, de son côté du plateau. Voilà. Un jeu édité par Nuts Publishing, qui s'appelle 300 La Terre et l'eau, qui est jouable donc à deux, comme on l'a dit, à partir de 14 ans, et qui est un jeu de Yasushi Nakaguro. Très facile à dire. Illustré par Antonio Stapahertz. Voilà, merci beaucoup Alex. C'est un plaisir. Et je laisse Alice maintenant reprendre la parole. Hello. Salut. Alors, il y a eu une toute petite rupture parce que tellement vous l'avez aimé, mais il est déjà de retour, voilà, le Warp Sage. Et pour fêter cet engouement, Renegade et Ori Games nous ont proposé ce lot, voilà, ce magnifique lot, pour un concours. Donc nous allons faire un petit concours. Jusqu'à maintenant, depuis le début de la vidéo, combien de fois Alex a dit tout à fait? Tiens donc. Oui, tout à fait. J'espère que vous avez compté. Alors, il y a juste à répondre dans les commentaires. On fera un tirage au sort pour remporter du coup des jetons améliorés, des super beaux jetons. Normalement, ils sont en carton. Là, ils sont en plastique super jolis. Et un magnifique playmat. Voilà, merci du coup à Renegade et Ori Game. Du coup, on va enchaîner avec... Hop là, une boîte est tombée. Au secours. Voilà. Alors, on continue. Ça va être du coup le jeu de rôle. Et non, il n'y a toujours pas Antoine. Antoine, tu nous manques. Reviens, s'il te plaît. Coriolis. Coriolis, c'est un jeu de rôle. En fait, vous mélangez les contes orientaux. Voilà, donc tout le décorum du Moyen-Orient avec du futuriste. Donc, littéralement, vous allez mélanger des djinns, des conteurs, des grands déserts, des beaux palais, des voleurs, etc. Et vous allez mélanger
ranger ça avec des portails entre les différentes planètes, des vaisseaux spatiaux, des armes avec des rayons X. Donc on Stargate qui rencontre Aladdin, quoi. Exactement. Super. Voilà. Niveau système de jeu, les auteurs ont voulu faire un système de jeu simple à prendre en main, donc c'est inspiré et retravaillé évidemment de Mutant année 0. Voilà. D'accord. Okay, voilà. Coriolis. Ensuite, toujours dans le jeu de rôle, mais là plus accessoire, on a des nouveaux tapis de dés. Vous voyez les petits clips là. Stylés. Voilà, très belle. Voilà, moi je trouve que ça fait très Full Metal Alchemist, celle-ci. Oui. Voilà, on a une Gladiator. Ah bah tiens, pour 300, c'est bien ça. Ah bah oui, grave. On a une un peu plus futuriste, je dirais. Oui. Et on a évidemment aussi le magnifique dragon. Et en dernier, un truc un peu plus shinobi. Yes. Voilà. Et encore dans les tapis, mais un peu plus particulier, cet énorme tapis effaçable. Voilà, c'est un magnifique tapis pour les MJ, souvent vous nous le demandiez. Oui. Un grand tapis effaçable où vous pouvez marquer ce que vous voulez, vous dessinez une carte, vous marquez des trucs, enfin voilà, c'est vraiment parfaitement effaçable et très grand. Il est gigantesque, oui. Il est très grand. Eh bien... par ici. Oh là là. J'adore cette petite cloche qui défonce les oreilles. Voilà, je vais vous parler de quelques jeux, 2 jeux pour les enfants qui sont des jeux qui ont le thème commun du caca. Voilà, c'est comme ça, il fallait prononcer le mot, ça n'est pas sale, Alex. Non. Donc nous avons Une bouse de vache, qui est un jeu de bluff et de pari qu'on pourrait apparenter à une espèce de petit Perudo. Tu es d'accord avec moi, Alex? Oui, bien sûr. Oui. Tu peux dire tout à fait maintenant, hein, ça ne comptera plus dans le concours. Oui, je peux le dire. Voilà. Tout à fait. Et donc, on a des petites cartes comme ça, on va en avoir 4 qui représentent soit des bouses de vache, hein, soit des vaches, alors soit des mouches qui sont des jokers, voilà exactement, soit, c'est poétique, oui, hein, c'est ce que je cherche. Bien sûr. Les proutes, voilà. Voilà. Voilà, bon ça c'est comme ça, voilà. Ça c'est rien en fait, voilà. On a, et comme au Perudo, on va annoncer un chiffre qui correspond au nombre de bouses de vache qu'on pense que les gens ont dans leurs mains, au total, hein, si on devait s'arrêter de jouer, ou au nombre de vaches. Donc on peut, comme dans le Perudo, on peut partir sur les bouses de vache et ensuite enchaîner sur les vaches et revenir sur les bouses de vache. Bien sûr. Par contre, ce que j'ai bien aimé, parce que quand même le jeu a un petit twist qui est agréable, c'est que avant de faire cette annonce, vous allez devoir vous défausser d'une carte et la poser devant vous. En sachant qu'on en a 4 en main. Et ouais, c'est exactement, on en a 4 en main, donc ça se resserre au fur et à mesure, parce que plus les annonces durent, plus précisément on sait vraiment ce qu'ont les gens, hein, puisque la plupart des cartes sont posées maintenant devant eux, et plus on peut bluffer aussi, parce que quelque part on a pu jouer des choses qui correspondent pas à ce qu'on a. Oui. Voilà, c'est tout bête. Et quand à un moment tu fais une annonce que je trouve plus du tout cohérente, bim, je dis non, je pense que c'est pas vrai. Et là, on révèle les cartes qui restaient à révéler. Ça compte comme un joker, donc soit une bouse, soit une vache, en fonction du pari qui a été donné. Oui. Et c'est tout. C'est un jeu pour les enfants, mais qui va les amener à un petit Perudo avec un petit peu d'anticipation, de probabilité, on va dire, mais de bluff assez fort. Le coup de je pose une carte avant de donner mon pari, c'est sympa, parce qu'on finit par se démunir de plus en plus et avoir de plus en plus de précision sur qui a quoi, et donc voilà, les paris sont de plus en plus tendus. Oui. On peut jouer avec ces petites cartes d'action, voilà, qui vont faire qu'on peut échanger une carte avec le joueur de ton choix. Voilà, c'est fun, hein, c'est familial, et c'est une bouse de vache. Alors un jeu à partir de 7 ans pour 2 à 6 joueurs, un jeu, alors je sais pas si monsieur a assumé, il a mis son nom, le créateur de jeu là? Non, il assume pas. Il assume pas, bon ben voilà, tant pis pour toi. Tu as fait un jeu qui s'appelle Une bouse de vache, mais qui est quand même rigolo. Voilà, et on va enchaîner, alors tant qu'on est là-dedans, bien sûr, allons-y franchement, c'est le confinement, on parlait beaucoup du papier toilette, et voici Captain Wondercap, un petit jeu rigolo pour les enfants, d'un peu de motricité, dans un univers où on va incarner ce petit hamster super-héros, dont la cape est un rouleau de papier toilette. Oui. Il faut savoir, pour la petite histoire, que ce jeu a été imaginé lors du premier confinement par des créateurs de jeux qui font feu de tout bois et qui se sont dit tiens, le papier toilette on en parle beaucoup, ça pourrait être sympa de faire un truc rigolo là-dessus, et pourquoi pas ce jeu. Alors ça en fait ça va être comme votre distributeur de papier toilette chez vous, vous allez mettre votre rouleau de papier toilette à l'intérieur, vous allez prendre le petit Wondercap, est-ce qu'on voit un petit peu? Oui voilà, vous allez prendre le petit Wondercap là, vous allez glisser le début de la feuille dans le petit Wondercap qui va faire sa cape, et ensuite c'est un affrontement, un joueur incarne Wondercap et l'autre le professeur Pi comme 3, 14, 116 évidemment, hein. Et donc il a une petite pipette et il va lancer un dé et qui va indiquer le nombre de feuilles que doit tirer Captain Wondercap, donc c'est sa cape, hein, qui est de plus en plus longue, et lui le nombre de petites gouttes d'eau qu'il peut poser dessus pour essayer de la fragiliser, ou le nombre de petits caca, encore une fois le mot est prononcé, qui va poser dessus et que Captain Wondercap va devoir maintenir en équilibre sur le rouleau de papier toilette. J'en crois pas que j'explique ce jeu, mais si, c'est quand même rigolo pour les familles, et voilà, et c'est tout, hein. Quand ça tombe,
eh ben c'est perdu. Et le but quand ça tombe, c'est qu'on va garder la longueur de Bugsy, qui est la longueur de la cape, et ce sera le super-héros qui aura la cape la plus longue qui aura gagné. Voilà, ceci fait parce qu'il fallait le faire. Les fantômes du passé est disponible dans la collection Yu-Gi-Oh! C'était une boîte assez attendue avec des cartes très rares. On l'a reçue et maintenant je vais vous retrouver de l'autre côté du comptoir avec Alice pour vous parler en exclusivité du nouveau jeu de Jimmy Stegmaier qui est Red Rising. Ne quittez pas, c'est tout de suite. Et on est de retour devant le comptoir cette fois-ci pour avoir un peu plus de place et pour vous expliquer Red Rising, ce jeu de Jimmy Stegmaier et Alexander Schmidt qui sera distribué par Matago. Chez Stone Meyer Game, qui est la maison d'édition de Jimmy Stegmaier, car on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Red Rising, ça vous parle peut-être pas, en tout cas moi ça me parlait pas, mais chez les anglo-saxons, eh ben, ça leur parle beaucoup, parce que nous on connaît Hunger Games, on connaît Divergente, des choses comme ça, et Red Rising ça a supplanté ça, et nous on a une grande fan de Red Rising qui est à côté de moi. C'est Alice qui connaît ce roman depuis plus de 4 ans. T'étais hyper impatiente de tester ce jeu, enfin de jouer à ce jeu. Et pour que les gens puissent mieux le comprendre, ce jeu, parce que Jimmy Stegmaier est un grand fan de Red Rising, donc c'est un vrai hommage à la licence. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que c'est que l'univers de Red Rising, sachant que moi, je vais juste lire le début qui m'avait interloqué, qui a fait que j'ai acheté le livre, je suis allé, là j'ai remonté la rue, là j'ai trouvé un libraire, qui avait Red Rising, et voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense. Mais en tout cas, ça commence par la structure sociétale basée sur la couleur du monde dystopique de Red Rising est une allégorie des luttes raciales du passé et du présent dans le monde réel. C'est une illustration de ce qui peut arriver lorsque les gens sont jugés sur leur couleur de peau plutôt que sur la personne en elle-même. Alors moi je pense un peu à Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, qui est un vieux roman de science-fiction. Red Rising, ça va parler de ça, de quoi ça parle donc Red Rising, et après on parlera du jeu et comment ça a été mis de manière ludique. Alors, Red Rising, ça se passe du coup dans un futur, je crois à quelques centaines d'années dans le futur. On a conquéri l'univers, enfin, surtout le système solaire. Et en fait, eh bien, la société est divisée en 14 castes. Les castes, on les voit ici, ce sont des couleurs. Donc, on voit voilà, la pyramide. Forcément, les plus puissants et l'élite, c'est les ors. Ensuite, en dessous, voilà, vous aurez les cuivres, argent et blanc, etc. Jusqu'à descendre aux rouges, qui sont vraiment les ouvriers, et même au final, ce sont carrément les esclaves, en fait. Voilà. Eh bien, on va suivre Darrow, qui en fait, eh bien, est forcément, vous vous en doutez, un rouge. Voilà, on va suivre du coup l'aventure de ce garçon qui est tout en bas de l'échelle. Et eh bien, dans un monde aussi inégalitaire et aussi dur que celui de Red Rising, il y a forcément une révolte qui se prépare pour essayer de rééquilibrer ce système totalement mort et très dur. Vous allez avoir du coup plusieurs planètes, mais ça va se passer principalement sur Mars, là où notre héros vit et est né. Voilà. Et tu me disais que ça avait pour toi un rapport avec Game of Thrones un petit peu. C'est ça, c'est vraiment, c'est super dur comme univers. Je sais pas d'ailleurs pourquoi c'est un roman jeunesse. Oui, parce que j'ai trouvé le roman jeunesse. Ouais, c'est vraiment, moi je trouve que c'est très dur comme Game of Thrones. On a beaucoup de morts, c'est voilà, c'est vraiment, c'est sans pitié, mais c'est très réaliste. Et vous allez avoir aussi un côté un peu Hunger Games pour survivre. Et voilà, c'est très bien écrit. Et c'est très politique, mais aussi très stratégique. En fait, vous allez avoir des moments où c'est vraiment de la stratégie militaire, mais pure et dure, hein. Vraiment, vous allez vous plancher sur les pages du livre, vous dire, alors attends, peut-être vous allez vous dessiner des cartes et tout pour essayer de suivre les stratégies qui sont élaborées, mais c'est vraiment très riche. Je pense que c'est le seul livre à ce jour, et j'en lis vraiment énormément, qui m'a fait sauter, hurler de surprise ou de choc en plein milieu du bus, quoi. Ah ouais, et c'est une trilogie. C'est une trilogie. Il y a même une deuxième trilogie qui est sortie. Une première trilogie. Alors merci beaucoup, parce que comme ça nous aide à mieux comprendre Red Rising, puisque Jimmy Stegmaier c'est un fan de Red Rising, et il a longtemps cogité sur un système qui pourrait rendre honneur au livre. Ça fait 4 ans, d'après ce que j'ai lu, qu'il travaillait sur ce jeu, mais qu'il ne trouvait pas le système en fait qui collerait à ce roman Red Rising. Et puis il a joué à ce jeu, Fantasy Realms, un jeu qui n'est plus édité, qui est sorti chez Asmodee, distribué par WizKids, qui est un jeu de combo de cartes où on va avoir une main de cartes et on va toujours échanger des cartes avec des cartes qui sont sur la table pour toujours avoir le même nombre de cartes, mais essayer de les faire combiner le mieux possible. Il a joué à ça un soir, et avec Alexander Schmidt, il s'est dit, c'est ça, c'est le système qu'il nous faut pour Red Rising. Et en plus, il a l'honnêteté, et ça c'est très rare, regarde Alex,
de l'écrire ici. Il dit voilà que il a conçu le jeu en s'inspirant de Fantasy Realms, ce qui est très rare dans le milieu du jeu, puisque là il cite clairement son influence et honneur à lui. Il a aimé Fantasy Realms, il le dit, donc c'est chouette parce que Fantasy Realms devrait être réédité et c'est un excellent jeu que je t'ai fait découvrir, Alex, et tu confirmeras qu'il est très bon. Et il a poussé la mécanique encore plus loin, mais il a gardé ce système de combo de cartes. Donc en vrai, Red Rising, ben c'est ça, c'est un jeu où vous allez récupérer des cartes sur différents endroits pour vous constituer la meilleure main de cartes, et vous allez voir qu'en fait il peut s'expliquer très vite parce que toute la richesse du jeu, on vient d'y jouer, puisque nous, pour vous, il s'est écoulé peu de temps, mais pour nous, on a joué à Red Rising. Est-ce que c'était à la hauteur de tes attentes du roman? Bon, tant mieux. Moi j'ai adoré le jeu dans sa mécanique ludique. Maintenant j'ai envie de plonger dans le roman, pour toi c'est l'inverse, mais en tout cas les deux cohabitent super bien. Donc c'est un jeu de combinaison de cartes où en fait toutes les règles sont écrites sur les cartes finalement. Parce que qu'est-ce que c'est? Au début vous allez avoir une main de 5 cartes, tous, comme ça. Vous allez avoir vos pions, ici on voit il y a la piste de flotte, il y a l'institut, il y a ce pion souverain qui pour l'instant n'est pas donné, vous avez Mars et Jupiter, vous avez déployé 2 cartes sur chaque lieu, vous allez avoir 5 cartes, et à votre tour de jeu, c'est méga simple, pour un Stigmeyer c'est presque ultra simple, c'est que je vais devoir poser une carte sur un des lieux pour appliquer son pouvoir de déploiement. C'est ce petit pouvoir là qu'on voit avec la petite flèche et la carte. Et donc ensuite, une fois que j'ai fait ce pouvoir de déploiement qui va varier selon les cartes, et on en lira certaines que vous voyez un peu l'idée de tous ces pouvoirs, je vais récupérer une carte ailleurs sur un autre lieu que je viens de poser évidemment. Donc si je pose sur Mars, je ne peux pas récupérer la carte que je viens de poser. Cette carte devant être la carte la plus au-dessus de la ligne, c'est-à-dire que là ne sont accessibles un peu comme dans finalement Seven Wonders Duel, ne sont accessibles que les premières cartes là, les autres ne sont pas accessibles. Mais évidemment, il y aura des pouvoirs de cartes pour aller les récupérer malgré tout, si elles vous intéressent. Et mon tour s'arrête. J'ai donc toujours autant de cartes en main. Il y a certaines cartes qui vont permettre de piocher plus de cartes. On l'a vu, Alex, tu as fini ta partie avec 7 cartes en main. Oui. Donc tu avais réussi avec des combinaisons de cartes à avoir 2 cartes de plus que nous. Toi c'est l'inverse, tu avais que 4 cartes. Et moi j'avais 6 cartes je crois. Donc voilà, ça va un peu varier. Il faut éviter de dépasser cette carte parce que au-delà de cette carte, vous perdez 10 points de victoire par carte que vous avez en main à la fin de la partie. Donc il faut essayer de faire un meilleur combo au moins avec cette carte, mais pas plus. Voilà, c'est tout. À votre tour de jeu, vous posez une carte, pardon. Et on active le pouvoir de là où on a récupéré. Et tu actives le pouvoir exactement de là où tu as récupéré la carte. Et il y a 4 lieux que je vais vite expliquer. C'est Jupiter, vous avancez sur la piste de la flotte d'une case. Et on voit que c'est un peu caché par c'est exponentiel. On peut marquer jusqu'à 43 points en avançant avec son petit vaisseau. C'est Mars, et on va récupérer un hélium. 3 points par hélium à la fin de la partie. C'est Luna, et on va récupérer le pion souverain. Et là, on va déclencher tout de suite son pouvoir de maison. On va incarner une maison au début de la partie, soit Apollo, soit Cérès, soit Jupiter, soit Minerve, soit Mars, soit Diane. Et chacun a des petits pouvoirs. Donc Diane, par exemple, c'était toi, Alex. Oui. Et dès que tu récupérais le jeton souverain, tu mettais un cube à l'Institut. Et justement, ça, à l'Institut, on prend une carte de l'Institut, alors on pose un cube à l'Institut. C'est un système de majorité. Le premier va compter 4 points par cube à la fin de la partie, le deuxième 2 points par cube, et le troisième, quatrième, cinquième, sixième, un seul point par cube. Je précise 10 points pour le détenteur du point souverain, exactement. Et Mars 3 points, je l'ai dit, et Jupiter, on l'a vu. Donc voilà, c'est tout. Je pose une carte, j'active son déploiement, je prends une carte sur un lieu, j'active le pouvoir du lieu. Si jamais les cartes que je voudrais récupérer après avoir posé ma carte pour la déployer ne me plaisent pas, j'ai toujours moyen de prendre la première carte de la pioche, c'est du hasard. C'est une prise de risque, ça permet de varier un peu les cartes qui sont là. Et je lancerai le D-Rising. Et là encore un petit peu de hasard, mais voilà, je pourrais soit avancer sur la piste de la flotte, soit gagner le pion souverain, soit gagner l'hélium, soit bannir une carte. Et voilà. Cela dit, à un moment, votre main de carte, elle va peut-être vous convenir. Et dans ce cas-là, vous avez une autre action possible qu'on fait rarement et qu'on fait que quand votre main de carte vous convient. C'est que vous prenez la première carte de la pioche et vous la déposez sur un des lieux et vous faites le pouvoir du lieu et votre tour est fini. Vous voyez à quel point c'est dynamique et à quel point en fait tout ce qui va compter c'est ces cartes. Et là c'est Stigmeyer, c'est Alexander Schmidt qu'on connaît un peu moins, ça combotte dans tous les sens. Toutes les cartes elles ont des pouvoirs de base, de points de victoire on va dire, des points de victoire plutôt de base que tu vois ici, avec le petit laurier, c'est assez classique dans les jeux, mais aussi des points bonus en fonction d'autres cartes que vous aurez en main en même temps que cette carte là, ou de cartes que vous n'aurez pas en main en même temps que cette carte là. Donc je vais vous montrer dans un premier temps des exemples de cartes de déploiement. Voilà, par exemple on voit ici on a un programmeur vert. Vous pouvez récupérer une autre carte de ce lieu, si vous le faites, mettez fin à votre tour. Donc ça c'est clairement des pouvoirs pour aller récupérer des cartes qui sont un peu cachées dans les lignes. Vous avez un pilote bleu, si déployé sur Jupiter, avancez d'une case sur la piste de flotte. Vous avez un magistrat blanc, si vous avez le jeton souverain, au moment où je joue cette carte et je la déploie, vous gagnez un hélium. Vous avez Antonia or,
c'est ce que disait la casse la plus puissante. Ouais. Désignez un adversaire, il doit bannir une de ses cartes, ensuite bannissez Antonia. Parce qu'il y a une dizaine de cartes sur la centaine qui sont un petit peu pendant ta face, mais c'est vraiment c'est léger quoi. Ça peut arriver et ça sera pas dans toutes les parties parce qu'il y a tellement de cartes qu'il n'y a pas, enfin moi j'en ai fait au moins 6 parties, toutes les cartes sortent pas, loin de là, on en découvre encore, j'en ai découvert avec vous dans la partie. Et on a Quietus bleu, ça si déployé sur l'institut, avancez d'une case sur la piste de flotte. Elle aussi, conversionniste compagne, rose, c'est les compagnes, hein, déplacer la carte la plus haute d'un autre lieu, donc la carte la plus haute, c'est la carte la première en fait, hein, celle-ci étant la carte la plus basse. Sous cette carte, si la carte déplacée est un blanc, récupérez-le. Ça c'est des manières de récupérer des cartes, par exemple je pourrais jouer cette carte-là ici, prendre le martyr, la mettre sous la carte et récupérer le martyr. Et en plus, je pourrais récupérer une autre carte à un autre endroit, par exemple à l'institut, activer le pouvoir de l'institut, et maintenant eh ben, j'aurai 6 cartes en main, puisque j'ai fait une carte supplémentaire et une autre carte. Voilà, c'est tout. Pour vous montrer un exemple de fin de partie, une main de cartes. Voilà, si on peut regarder, pour voir qu'est-ce qu'il y avait. Donc ça, c'est les pouvoirs de déploiement, on les a déjà vus. Maintenant, c'est les pouvoirs de fin de partie. Bah, par exemple, Mickey le sculpteur, il fait 10 points s'il y a au moins un rouge banni dans les cartes bannies, parce qu'on va pouvoir bannir des cartes. Imaginons qu'il y ait un rouge, donc j'ai 10 points. 10 points si j'ai un or. Bah, j'ai un or. J'en ai 2, ça fonctionne, hein. C'est pas strictement 1, c'est 1 ou plus. Donc, boum, lui, il me fait quand même 15 plus 10 plus 10. Fischler, lui, il va faire 10 points si j'ai un rouge. Ça tombe bien, j'ai un rouge, j'ai Darrow, que tu aimes tant. Et qui dit points si j'ai Sévra. Bon, j'ai pas Sévra, apparemment. Bon, tant pis, mais il me fait quand même 35 points. Darrow, 30 points si j'ai 7 cartes ou plus, y compris Darrow. Et ben, j'ai exactement cette carte. Donc, il me fait 40 points. Romulus, 15 points si j'ai le jeton souverain. On va imaginer que j'ai fini avec le jeton souverain parce que je suis malin. Moins 25 points si j'ai un rouge ou Octavia ou aucun bleu. Alors là, c'est dommage parce que lui me fait perdre 25 points parce que j'ai Darrow. Ensuite, le vert, spécialiste port de données, 26 points si j'ai un bleu. J'ai un bleu. Le bleu, 20 points si votre position sur la piste de flotte est entre 5 et 7. On regarde ma position, je suis là, je suis à 5, il me fait bien 20 points. 35 points si votre position sur la piste de flotte est entre 8 et 10, c'est pas le cas. Et pour finir, 13 points si j'ai un or et aucun obsidien. J'ai bien un or et j'ai aucun obsidien, c'est des assassins, je crois, les obsidiens. Oui. C'est des tueurs. Voilà, un exemple de main. Et je vais tout compter ici. On va compter les points des cartes, les points de là où j'en suis la piste de flotte, les points de l'hélium, on l'a dit 3 points, le joueur qui a souverain gagne 10 points, celui qui a institut, qui en a le plus, gagne 4 points par cube, l'autre 2 points, l'autre 1 point. Et c'est tout. C'est hyper rapide, c'est hyper dynamique. Finalement, ce côté avec des cartes toutes différentes, ça fait un peu penser à Terraforming Mars, parce qu'il n'y a aucune carte qui se ressemble dans ce paquet. Elles ont toutes des noms différents, toutes des pouvoirs différents, toutes des interactions entre elles. C'est dingue de penser que ça a été équilibré un jeu pareil, mais ça l'a quand même été, même s'il y a quand même des écarts de points et des gros points à faire. Mais c'est vraiment un jeu où plus vous allez jouer, plus vous allez découvrir les cartes, plus vous allez découvrir des nouvelles stratégies. Alors au début, il y a des stratégies évidentes, mes premières parties, c'est des stratégies de base, on va dire, mais je sens bien qu'au fur et à mesure des parties que je fais, bah, je tente des trucs un peu plus costauds. C'est pour ça que je vous ai défoncé. Mais à vaincre son péril, on triomphe son gloire, j'avais quand même 6 parties avant de jouer avec vous, et vous, c'était votre partie de découverte. Donc on rejouera, parce que, on doit devoir le rendre à Matago, et ça c'est dommage, parce que moi j'aurais beaucoup aimé le garder. Je vais vous présenter l'Automa. On va faire une petite coupure que j'installe ça, mais il y a une version solo parce que c'est Stigmeyer. Et ceux qui aiment bien jouer en solo, je vais vous montrer un peu la mécanique solo pour que vous compreniez comment ça fonctionne. C'est complètement différent, mais c'est super sympa à jouer aussi. On se retrouve tout de suite après ça. Et on se retrouve pour la version solo de Red Rising parce que Red Rising c'est Jimmy Stegmaier et Alexander Schmidt, mais c'est Jimmy Stegmaier et Stegmaier c'est Scythe, version solo. C'est également les viticultures. Oui. Solo, et c'est l'Automa Factory en fait, hein. C'est lui qui a inventé ça, c'est des vrais solos avec des cartes qui simulent un joueur. Donc là c'est la version solo que je vous ai installée, c'est à dire qu'au début de la partie vous allez tirer aléatoirement si c'est pair ou impair, vous comprendrez pourquoi après, et ensuite vous allez placer aussi aléatoirement des lettres ici, dans le désordre, hein. Là c'est le lieu C, le B, le A et le D, c'est vous qui allez placer ça. Et Luna va avoir un petit pouvoir différent en fonction de différentes choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros vous allez tirer cette carte et vous allez la mettre soit recto verso, soit tête bêche. Maintenant, vous faites votre jeu tout à fait normalement comme on vous a expliqué, c'est-à-dire je prends ma carte, je la pose, je déploie, je récupère une carte sur un lieu, j'active le pouvoir du lieu. Mais quand l'Automa joue, vous avez ce petit paquet de cartes, si je peux filmer, et on va tirer la première carte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il pose une carte sur A, voilà, donc le lieu A c'est celui-là, et ensuite il va récupérer une carte sur Jupiter, voilà.
Il n'active pas les lieux, sauf s'il y a un petit truc en plus, c'est-à-dire ça. Donc il tire toujours 2 cartes à son tour. Là, par exemple, il poserait une carte sur l'Institut. Donc on prend la première carte, on la pose sur l'Institut. Et ensuite, il récupérerait une carte en C, c'est-à-dire encore sur Jupiter. Et en plus, il activerait le pouvoir de Jupiter, c'est-à-dire qu'il avancerait d'un sur la piste de la flotte. On va faire ça, à chacun de ses tours, il tire 2 cartes. Et les cartes qu'il va gagner, lui, tout ce qui compte, c'est si elles sont paires ou impaires, en fait. Donc c'est pour ça que vous allez pouvoir essayer de le bloquer, des cartes pour pas qu'il récupère, qu'il n'y ait pas trop de cartes impaires, en l'occurrence, accessibles à lui. Ça va être votre rôle aussi, en même temps que vous allez faire votre combo. Parce que, à la fin, quand la partie est finie pour les mêmes raisons qu'on a déjà expliqué, on n'a peut-être pas expliqué comment finissait la partie. Non, je crois pas. Alors on va l'expliquer là. C'est pas bien, mais on va l'expliquer parce que normalement vous avez regardé le début. C'est quand il y a 7 cubes, c'est 7 cubes à l'Institut. Si on arrive à 7 sur la piste d'influence, enfin de flotte, ou alors si on a 7 hélium. Si sur ces 3 conditions il y a un joueur qui en a 2, la partie s'arrête et tout le monde joue un tour jusqu'au premier joueur. Si jamais à tous les joueurs, ces 3 conditions sont remplies, pareil, la partie s'arrête. Donc c'est pareil avec l'automa. Et maintenant, vous allez compter ses points. Il va marquer 70 points de base, puis après vous allez révéler sa main et vous allez garder toutes les cartes impaires jusqu'à en avoir une vingtaine. Et si on a moins de 20, pas plus. Si on a plus de 20, vous allez éliminer en gardant en priorité les cartes impaires et après en mettant les cartes paires s'il faut. Vous allez marquer selon le petit barème ici de difficulté. Vous allez lui donner, là on va jouer en normal, ça s'appelle le tatoué, 6 cartes par carte compatible, c'est-à-dire cartes impaires dans l'occurrence, et 3 cartes par carte incompatible. En plus de ça, il va marquer des points sur la piste de la flotte, sur l'hélium, évidemment parce qu'ils vont récupérer, et sur l'Institut, parce qu'il en récupérera également. Vous faites le total et vous essayez de le battre. Voilà, c'est aussi simple que ça, l'automa, c'est quand même très agréable pour découvrir le jeu. C'est un petit peu différent, mais c'est super agréable à jouer parce que du coup on ponce le jeu et on voit toutes les cartes qui existent. Et il y a quand même de plus en plus moyen de le bloquer, de voir les combos qu'il peut faire, notamment avec ces fameuses cartes impaires ou paires qu'il tente de récupérer. Ça y est, vous savez tout sur Red Rising, un jeu dont la date n'est pas entièrement connue pour l'instant, même si là on a la version finale en français, donc on sait qu'il est bientôt prêt. Ça devrait être sur le mois de mai, juin, juillet, on espère. Un jeu dont le prix n'est pas encore connu, évidemment, mais un jeu qui sera distribué par Matago, qu'on remercie de nous avoir passé la seule copie française pour l'instant, donc merci à eux. Nous, ça nous a beaucoup plu. Moi, j'adorais Fantasy Realms, j'adore Stigmeyer, donc j'adore Red Rising. À vous de découvrir maintenant, de vous dire si ça vous plaît ou pas. On va vous quitter, mais avant, on a une info à dire sur Riverdale. Oui, on va en recevoir. Voilà, alors que c'est en rupture. C'est en rupture, mais on en reçoit, là, au moment où vous regardez cette vidéo, on en a encore. Donc si le jeu vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. D'ailleurs, vu que vous nous contactez, on vous remercie beaucoup de votre soutien. La boutique est fermée, mais vous égayez nos journées en appelant, en nous contactant via Facebook, via tous les réseaux sociaux comme Instagram où tu fais ton concours. Oui, bref. Vraiment, c'est vraiment super agréable de voir qu'on est autant soutenu et que vous continuez à acheter des jeux et que pour vous c'est plus essentiel que pour les décideurs. Voilà. D'ici là, on vous dit de bien vous amuser et puis à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.